Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouveau numéro des webinaires de la MIF, qui est aujourd'hui consacré aux enjeux pour votre épargne en 2026, considérés notamment sous le prisme de l'assurance vie et de l'épargne retraite. Je suis Patrick Sellery, directeur développement de la MIF, et nous allons donc chercher pendant une trentaine de minutes à vous présenter les raisons qui, en 2026, doivent vous amener à reconsidérer la juste allocation de vos efforts d'épargne. Pour ce faire, je suis accompagné d'Olivier Santis, directeur général de la MIF. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être quelques informations pour commencer quant à l'organisation de cet échange. Vous allez pouvoir, en temps réel, poser par chat toutes vos questions à nos conseillers qui chercheront donc à vous répondre. Et puis, à la fin de cet échange, nous allons consacrer un temps particulier pour répondre à une sélection de questions que vous nous aurez posées. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, l'objectif étant bien évidemment de rendre ce moment le plus interactif possible. Je vois que vous êtes déjà nombreux derrière votre écran et je vous propose donc de commencer sans plus attendre ce webinaire. Alors, la première problématique, lorsqu'on aborde le sujet de l'épargne, va être de pouvoir évaluer vos objectifs. Et on va vite se rendre compte que ces objectifs sont tout à la fois complémentaires et concurrents, quand il est vrai que vous ne disposez pas malheureusement d'une capacité d'épargne extensible à l'infini. Il va donc vous falloir arbitrer entre eux. Alors, en la matière, ces objectifs, quand on y regarde de plus près, ils sont en réalité au nombre de 4. Le premier objectif, c'est qu'il va falloir vous constituer les moyens pour faire face en cas de coup dur. Et on va donc alors parler d'épargne de précaution. Et on va se situer sur un horizon de très court terme. Ensuite, il va s'agir de financer vos loisirs, les études de vos enfants, l'achat d'un véhicule, une éventuelle acquisition immobilière. Et là, on va parler d'épargne projet et on va là être sur un horizon plutôt moyen terme, long terme. Et puis, c'est dire que le sujet est d'actualité, va venir se positionner la problématique de la retraite et de son financement. Et là, nous allons toujours nous situer sur un horizon moyen terme, long terme. Et enfin, viendra le sujet de la transmission et de son optimisation vers les générations futures. Et ces 4 motivations vont en réalité conduire votre démarche d'épargnant avec la nécessité, je le rappelle, d'arbitrer entre ces 4 motivations au mieux de vos intérêts et de vos besoins. Alors Olivier, le décor est maintenant planté. Quant aux objectifs, si on rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut aborder ce qui change en 2026 et tout d'abord d'un point de vue contextuel? Oui, revenons un peu en arrière. Jusqu'en 2022, la situation économique, c'était pas d'inflation, c'était des taux très bas. La France empruntait à des taux négatifs. Et puis, soudain, arrive la fin du confinement, la guerre en Ukraine, et là, il y a un choc. Et ce choc entraîne une remontée des taux courts, qui se diffuse ensuite à l'ensemble de la courbe des taux. Et on va avoir le livret A qui représente les taux courts, qui va être presque plus intéressant que l'assurance vie. Et c'est une situation anormale, une situation temporaire qui entraîne un moindre intérêt de l'assurance vie de façon très ponctuelle. Aujourd'hui, les choses se sont normalisées, c'est-à-dire qu'on reprend une pente normale et les taux courts sont redevenus plus faibles. Les taux longs sont assez élevés et donc l'assurance vie reprend tout son rôle de placement pour l'épargne de long terme, un placement rémunérateur à travers ses fonds en euros. On peut avoir des interrogations sur l'inflation. Bien sûr, il y a un sursaut d'inflation lié aux événements en Iran, mais on reste durablement dans des taux de livret A qui sont bien plus bas que les taux d'assurance vie. C'est ce qu'on constate. Donc, on comprend bien.
on retrouve un contexte où l'épargne longue est mieux rémunérée que l'épargne courte. Vous l'avez dit, un retour semble une situation normale. Et l'assurance vie a été la grande bénéficiaire de cette situation. Les chiffres parlent d'ailleurs d'eux-mêmes. L'an passé, l'assurance vie, c'est à peu près 200 milliards d'euros de collecte, et puis un encours record de plus de 2100 milliards d'euros. Mais alors, du coup, où est-ce qu'on va situer? On a évoqué tout à l'heure nos 4 objectifs d'épargne. Dans quel objectif va-t-on situer l'assurance vie? Alors, l'assurance vie, vous l'avez dit, reprend une place fondamentale, et c'est bien normal parce que c'est le placement préféré des Français. C'est aussi le couteau suisse. C'est celui qui permet de préparer ces projets de moyen et de long terme. C'est celui qui permet aussi de préparer les aspects de succession, et de ce fait, il correspond à peu près toutes les situations, peut-être en dehors des situations de très court terme pour lesquelles on n'a peut-être pas besoin de passer par l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale dans laquelle on va retrouver deux pôles. Un pôle de sécurité autour du fonds en euros qui est devenu rémunérateur aujourd'hui, et un pôle de recherche de performance qui vont être l'ensemble des lignes d'unités de compte qui vont compléter le contrat d'assurance vie. Donc cette poche de diversification va être utilisée par l'assuré pour rechercher plus de performance, tout en se rassurant avec le fonds en euros qui reste le socle de sécurité, qui est très rassurant pour un assuré. Donc, on a aussi la possibilité, quand on a un contrat monosupport, c'est-à-dire un contrat qui est uniquement en fonds en euros, de le transformer. C'est ce qu'on appelle une transformation de la loi Pacte, qui permet de transformer les contrats monosupport, qui n'ont pas eu la possibilité initialement d'aller chercher de la performance à travers les unités de compte, de les transformer en contrats multisupport. Et ça, il faut aller voir son assureur pour demander à transformer son contrat pour pouvoir bénéficier des unités de compte et donc d'un peu plus de performance. Et l'avantage de ce mécanisme de transformation? Alors, l'avantage, ça va être d'aller chercher de la performance, ça va être de définir, après avoir défini ce que l'on veut faire, quels sont les objectifs. Alors, les objectifs pour un contrat d'assurance vie, ça va être de définir dans combien de temps je veux réaliser tel ou tel projet. Ça peut être l'acquisition de la résidence principale, ça peut être le financement des études des enfants, ça peut être la retraite, ça peut être le grand âge, ça peut être beaucoup de choses. Et en fonction de cela, on va aussi se poser la question, quel risque je peux prendre? Est-ce que je veux être sécuritaire ou est-ce que je veux accepter une part de risque? C'est-à-dire déterminer l'appétence au risque que l'on a par rapport à son contrat d'assurance vie. Et pour cela, on a des critères à étudier avec l'aide de l'assureur, qui va vous aider à définir cette part de risque et ce profil un peu plus risqué que vous pourriez prendre. On va définir l'horizon de placement. Donc, pendant combien de temps, a priori, je peux rester dans l'assurance vie sans avoir à racheter mon contrat? C'est qu'est-ce que j'accepte comme espérance de gain et comme perte en capital si je prends un placement un peu risqué? Est-ce que je vais bien dormir si je perds 10% de mes placements en unité de compte? Est-ce que je suis serein avec cela ou non? Quelle est la part de patrimoine immobilier sécuritaire que j'ai déjà? Est-ce que j'ai les connaissances financières pour comprendre que sur le long terme, les actions sont rémunératrices, mais il peut y avoir certaines années des périodes de pertes parce que les marchés financiers ne sont pas linéaires, ils fonctionnent par à-coup. En fonction de cela, on va définir son profil d'appétence au risque, et c'est cela qui va permettre de choisir plus finement les choix dans son contrat. D'accord. Donc, je connais mon appétence au risque qui va déterminer le poids idéal entre
cette poche de diversification qui est là pour les recherches et la performance et la poche sécuritaire du fonds en euros. Du coup, cette fameuse poche de diversification, comment va-t-elle se structurer? Alors, si j'accepte effectivement de prendre un peu de risque, j'ai deux choix. La première possibilité, c'est de choisir moi-même dans la liste des fonds proposés par l'assureur ce qui me convient. Donc, je fais mon choix et je n'oublie pas que je dois le revoir périodiquement pour ajuster par rapport aux événements qui peuvent se passer. C'est la gestion libre. Et à côté de cette gestion libre, il peut y avoir une délégation. Je peux me dire, bon, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences, je préfère m'adresser à des experts pour gérer mon épargne. Et là, ça va être la gestion sous mandat. On va confier aux professionnels d'OFI Asset Management la responsabilité de gérer ces mandats de gestion. Et par exemple, à la MIF, nous avons 5 mandats de gestion qui vous sont présentés sur cet écran et qui représentent à côté du fonds en euros une classe d'actifs qui sont des unités de compte et qui vont être gérées directement, arbitrées, aussi fréquemment que nécessaire par des experts. Donc je peux être serein par rapport à la gestion et ce sera fait en cohérence avec le profil de risque que j'ai indiqué. D'accord. Donc pour bien comprendre, le graphique que vous visualisez à l'instant, typiquement le profil prudent, c'est une répartition à 70% sur le fonds en euros de la MIF et 30% en poche de diversification. Et cette poche de diversification, dans le cadre de la gestion sous mandat, elle est pilotée en temps réel par notre partenaire OFI Invest Asset Management qui réalise des arbitrages au meilleur des conditions, à la recherche des meilleures conditions de marché pour aller effectivement chercher ce surcroît de performance. Mais du coup, si on revient sur la gestion libre, est-ce qu'on peut parler maintenant des différents types d'unités de compte que l'on va pouvoir trouver, sur lesquelles je vais potentiellement pouvoir investir? Oui, alors l'assureur va vous proposer une liste d'unités de compte. Donc, il va falloir définir, si je suis en gestion libre, quelles sont les unités de compte que je choisis. Alors, j'ai des unités de compte de différentes classes d'actifs. Est-ce que c'est des obligations? Est-ce que c'est des actions? Est-ce que c'est de l'immobilier? Est-ce que c'est etc. Il y a aussi des unités de compte qui sont orientées vers vers des zones géographiques. Est-ce que c'est plutôt Amérique? Est-ce que c'est plutôt Inde? Etc. Mais aussi, ça peut être thématique. Ça peut être les nouvelles technologies, ça peut être tel ou tel secteur d'activité. Et puis, je peux me dire quelle est mon appétence ESG. Alors, ESG, c'est les questions portant sur l'environnement, le social et la gouvernance. Et les bons assureurs, comme la MIF, présentent sur leur site Internet des outils pour permettre de voir pour chaque unité de compte si elle est conforme à mon exigence en termes d'environnement, de social ou de gouvernance. Et je peux me gérer en fonction de ces critères. Et puis, j'ai pour bien comprendre le risque que je prends, j'ai mon indicateur qu'on appelle SRRI, et qui est un indicateur de 1 à 7, qui vient indiquer le niveau de risque de ces unités de compte. D'accord, donc on comprend bien, une unité de compte, ça se définit tout à la fois par la classe d'actifs à laquelle elle appartient, par la zone géographique couverte, par le niveau de risque qui va de 1 à 7, du moindre risque au plus grand risque, et puis par maintenant désormais l'approche ESG de cette unité de compte. Alors on va peut-être s'attarder maintenant sur 3 classes d'actifs qui sont à l'heure actuelle particulièrement considérées par les épargnants, dans l'ordre les ETF, les produits structurés et les SCPI. Alors si on commence par les ETF, est-ce que vous pouvez nous en décrire les spécificités? Oui, c'est important. Les ETF, on en parle dans les journaux et ça intéresse de plus en plus un certain nombre d'assurés. Pourquoi? Parce que cela va, pour les ETF indiciels, cela va répliquer les indices avec des frais très faibles, par exemple 0,25 de frais, et on ne va pas dépasser les indices, on ne va pas surperformer les indices, mais on est sûr de ne pas être très en dessous des indices. Et donc, c'est en fait la réflexion entre faut-il suivre les indices ou faut-il suivre un gérant qui va faire des paris risqués, qui peut
être meilleur qu'un indice, mais qui peut aussi décrocher. Et l'ETF, on en propose 4 à la MIF, donc sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx 50, c'est-à-dire l'Europe, sur le S&P 500, c'est-à-dire les États-Unis, et sur un indice mondial qui s'appelle le MSCI World. Et cela est une façon très économique d'investir et d'être en gestion indicielle classique. Et donc, la logique qui conduit à proposer au sein de nos contrats d'assurance vie et notre plan d'épargne retraite ces 4 ETF, c'est bien avoir une logique de couvrir les principaux indices mondiaux qui permet même d'avoir, en investissant dans des ETF, une notion de diversification. Voilà. Diversification géographique s'entend. Si on aborde maintenant, alors quelque chose qui a vraiment le vent en poupe à l'heure actuelle, ce sont les produits structurés. Alors, est-ce qu'on peut évoquer leur principe de fonctionnement qui est tout à fait différent d'une unité de compte traditionnelle? Absolument. Les produits structurés, ce sont donc on les appelait aussi des fonds à formule. C'est des produits qui offrent une protection tout donc qui limitent les risques, mais qui permettent de prendre quand même une part de risque et de faire un pari par rapport à une certaine tendance. Donc, on va avoir dans ces produits structurés des produits à capital garanti. Donc, c'est des produits pour lesquels l'assuré bénéficie de 100% de son capital investi au terme. Et puis, il y a les produits structurés qui sont un peu plus risqués, qui sont des produits structurés à capital protégé. Donc, c'est par exemple une protection de 60% de son capital initial, mais on peut perdre 40% de son capital, de son investissement dans ce type de produit. Donc, pour revenir aux produits les plus attractifs, peut-être pour les clients qui cherchent une part de sécurité tout en essayant d'avoir un rendement un peu plus élevé avec une part de risque, ce sont les produits structurés à capital garanti qui vont servir un rendement sous condition qu'une option soit définie, soit remplie. Et donc, à la MIF, nous lançons actuellement un produit qui s'appelle MIF Structure Rendement 6 et qui est de ce type-là. D'accord. Alors, bien comprendre, effectivement, le produit structuré a différentes unités de compte traditionnelles où la valeur va varier au jour le jour en fonction des aléas du marché, à la hausse ou à la baisse. Le produit structuré, dès l'ouverture, vous connaissez le coupon, la promesse de rendement potentiel que vous allez toucher et les conditions du scénario qui font que vous allez le toucher. Du coup, effectivement, vous l'avez évoqué, Olivier, l'actualité de la MIF, c'est le lancement du produit structuré MIF Structure Rendement 6. Nos produits structurés rencontrent traditionnellement un grand succès qui va être en souscription du 4 mai au 15 juillet avec une enveloppe limitée. C'est-à-dire que dès que cette enveloppe est consommée, ce produit sera fermé à la souscription. C'est un produit de niveau risque 2, d'une classe d'actifs obligataire et avec un coupon annuel conditionnel de 6,10%. Dès lors où le taux de rendement des obligations allemandes à 10 ans n'excède pas 4%. Juste à titre d'information, à l'heure actuelle et en date d'hier, il était à 3%, ce coupon. Donc, on estime, et point extrêmement important sur ce MIF Structure Rendement 6, c'est un produit à capital garanti. Donc, on a donc une promesse de coupon à 6,10 qui va être touché 3 fois avant que le produit structuré MIF Structure Rendement 6 soit rappelé. Et avec donc un capital garanti au terme. Voilà pour notre activité en matière de produits structurés. Abordons désormais le sujet des SCPI. Alors les SCPI, elles ont eu assez mauvaise presse ces dernières années. Elles reviennent vraiment sur le devant de la scène avec de vraies réussites actuelles. Est-ce qu'on peut revenir un peu justement sur les raisons qui font que les SCPI ont été, n'ont plus été et sont à nouveau? Voilà. Alors, effectivement, il y a quelques SCPI qui ont un petit peu déçu. Ce sont des SCPI qui étaient tournés vers les bureaux. Alors, pourquoi?
parce que avec le télétravail, avec aussi le flex office, qui est la manière de gérer les open space de façon beaucoup plus souple, on a moins besoin de mètres carrés de bureau, et donc les entreprises réduisent leur superficie de bureau. Donc cela crée une perturbation au niveau de ce marché, et donc certaines SCPI qui étaient très tournées vers le bureau ont pu être assez malmenées. Donc aujourd'hui, il y a d'autres SCPI, c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a d'autres SCPI qui arrivent, qui se sont diversifiés, qui sont plus avec des actifs achetés plus récemment sur des biens qui sont plus adaptés, et qui offrent des rendements qui sont à nouveau très attractifs. Donc c'est, je crois, très important de parler des SCPI au sein de l'assurance vie, parce que les SCPI, on peut les avoir en direct, c'est-à-dire avec la fiscalité du foncier en direct dans son portefeuille, ou les mettre dans l'assurance vie. Et l'avantage de les mettre dans l'assurance vie, c'est qu'on passe dans une fiscalité de l'assurance vie en lieu et place de la fiscalité des revenus fonciers. Donc, c'est très important de revenir de représenter à nouveau à nos sociétaires l'opportunité d'acquérir des SCPI dans le cadre de l'assurance vie, parce que les nouvelles SCPI ont des rendements qui sont attractifs, sont beaucoup plus solides, se sont diversifiés, et n'ont pas les inconvénients des SCPI de bureau qu'on avait avant. Donc, pensons-y, c'est quand même assez sûr comme rendement, et donc on va pouvoir investir. Et pour la MIF, nous avons la SCPI Crystal Life que nous proposons récemment, et qui est particulièrement intéressante parce qu'elle propose un rendement de 6,54 en 2025. Le slide présent nous présente un peu le résumé de cette SCPI. Et qui illustre tout à fait ce que vous venez de dire, à savoir une diversification, pas que du bureau, mais un mix entre commerce, bureau, hôtel, de la santé, de l'activité, et puis aussi, et c'est important, un mix géographique entre ce soit de l'investissement en région et de l'investissement également à l'étranger, que ce soit en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Estonie, au Royaume-Uni, et finalement la part Île-de-France, qui est pour autant qui est traditionnellement une part bureau extrêmement importante, là ne pèse que de 38%, et avec un taux d'occupation financière extrêmement élevé, puisqu'il est établi à plus de 99%. Et puis vous l'avez cité, je le rappelle, un taux de rendement interne 2005 tout à fait remarquable, à plus 6,54%. Voilà, juste pour finir sur l'assurance vie, est-ce qu'on peut évoquer les critères à considérer dans le choix d'un contrat d'assurance vie? Qu'est-ce qu'on doit regarder quand on veut souscrire une bonne assurance vie? Absolument, qu'on veut souscrire pour la première fois une assurance vie, ou qu'on ait un revenu et qu'on se demande si l'assurance vie que l'on a souscrit dans le passé est toujours la bonne, et si on peut pas prendre une deuxième assurance vie à côté pour qui serait plus attractive. Donc, les critères importants, c'est vraiment en premier lieu, c'est la qualité du fonds en euros, donc le taux de rendement du fonds en euros, mais aussi la qualité sur la durée. Est-ce que l'assureur est capable de fournir un rendement suffisant? C'est le critère généralement que l'on observe en premier pour choisir son assurance vie. Et pour le coup, c'est vraiment une marque de fabrique MIF. Et là, on retrouve à la MIF un fonds en euros qui est largement au-dessus du taux moyen du marché des fonds en euros, et on voit que en 2025, on a 80 centimes d'écart avec le taux moyen du marché. Et puis, il faut se poser aussi la question, est-ce que les frais sont adaptés? Donc, les frais, c'est à la fois les frais sur versement, mais c'est aussi les frais sur encours. Et les frais sont aussi liés à la qualité du fonds en euros. Moins il y a de frais, meilleur sera le fonds en euros. Et les frais sur encours
sont à observer de manière fine, parce que 0,20 de frais sur encours sur 10 ans, ben c'est 2% de rendement en moins à la sortie. Donc il faut regarder tout autant les frais de gestion annuelle que les frais sur versement. Donc à la MIF, nous avons des frais particulièrement faibles avec 0,60 de frais de gestion annuels et des frais sur versement qui sont la plupart du temps à 0% sur les versements, soit parce qu'on prend des 30% d'unités de compte, soit parce qu'il y a des offres ponctuelles de versement à taux zéro. Et puis, le troisième critère que l'on va avoir pour le choix du contrat d'assurance vie, ça va être la qualité de sélection des supports de diversification. On en a parlé. Est-ce qu'il y a des ETF? Est-ce qu'il y a des bonnes SCPI? Est-ce qu'il y a des produits structurés offrant du rendement? Et est-ce qu'on trouve une panoplie? On ne demande pas à avoir un supermarché de 500 fonds dans lequel on se perd, mais avoir une sélection faite par l'assureur qui présente des fonds qui sont choisis pour justement ne pas avoir trop de frais, ne pas être trop chargé en frais, être performant et pour lesquels on a un choix assez large. Ok, donc on comprend bien. Et donc, vous évoquez l'importance de la qualité du fonds en euros. Et puisqu'on parle de 2026, on voit en réalité, qui a commencé en 2025 et qui a amplifié en 2026, des offres à taux boosté qui apparaissent. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe et nous dire ce qu'il en est à la MIF? Alors, le principe, c'est effectivement que pour les versements nouveaux, on va donner un supplément de rendement qui va s'ajouter au rendement traditionnel. Donc, par exemple, pour les versements faits à la MIF entre le 1er avril et le 31 juillet 2026, les assurés ont 1,05% de rendement supplémentaire qui vient s'ajouter au rendement que l'on servira, qui n'est pas encore connu, mais comme celui de l'année dernière était de 3,45, on peut espérer avoir un rendement total de l'ordre de 4,50, ce qui est un rendement très attractif. Et cela va être intéressant pour le sociétaire, qui a immédiatement un rendement supérieur, mais c'est aussi intéressant pour la MIF. Pourquoi on fait ça? Parce que en ayant plus de versements, on va pouvoir acheter des obligations qui sont aujourd'hui d'un bon niveau, de bonne qualité, tout en étant de bonne qualité, qui sont d'un bon niveau de rémunération, et cela va augmenter le taux de rendement du fonds en euros de la MIF. Donc, si on veut prendre un exemple, on a une baignoire d'eau tiède qui représente le taux de rendement moyen du portefeuille de la MIF, et aujourd'hui, on est capable, avec nos versements, de rajouter de l'eau chaude qui vient réchauffer cette baignoire pour donner un rendement supérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est positif pour la MIF et positif pour les assurés. D'accord. Donc, vraiment une démarche gagnant-gagnant et qui plus est dans le cas de cette offre auto-boostée. C'est pas spécifié sur ce slide, mais pour autant, voilà, les versements qui plus est sont sans aucun frais, donc 0% de frais dans le cadre de cette offre taux boosté spécifique MIF. Donc, on vient de voir l'épargne projet avec l'assurance vie. On va désormais aborder la problématique spécifique de la retraite et la façon de traiter son financement, notamment au travers du plan d'épargne retraite. Alors, la retraite, pour autant, c'est tout autant, le financement de la retraite, c'est tout autant un projet que l'assurance vie. Donc, qu'est-ce qui fait que je dois privilégier le PER à l'assurance vie? Vous avez raison, la retraite, c'est une préoccupation de tout un chacun. Les actifs doivent préparer un complément de retraite parce qu'ils n'ont pas forcément un niveau suffisant de retraite par rapport à leurs attentes. Donc, par rapport à faut-il privilégier l'un ou l'autre, alors, il y en a un qui est centré sur les projets retraite. L'assurance vie, elle, est plus large. Elle peut convenir pour la retraite, mais elle va aussi aborder d'autres objets comme la succession, d'autres projets plus larges que l'on peut avoir. Donc, il y a bien une complémentarité entre les deux. Et selon les périodes de la vie, on va plus axer sur le PER ou sur l'assurance vie. Cela va dépendre de la fiscalité, cela va dépendre de l'âge, cela va dépendre des projets que l'on peut avoir. Alors, du coup, entre
PER et assurance vie, qu'en est-il de la disponibilité de l'épargne? Alors, elle est bien meilleure en assurance vie. En assurance vie, vous pouvez sortir quand vous voulez. Il n'y a même pas, certains disent, il faut attendre 8 ans. Non, on peut sortir à tout moment de l'assurance vie. On a cette disponibilité. En revanche, sur le PER, on a ce qu'on appelle un effet tunnel, c'est-à-dire vous versez et vous pouvez récupérer les sommes à la retraite. Alors, il y a quelques cas où on peut faire des rachats anticipés. C'est soit des accidents de la vie, soit le rachat de la résidence principale, mais là, il y a refiscalisation. Donc, c'est pas le but unique. Donc, il faut bien avoir en tête que l'épargne disponible, c'est l'assurance vie. L'épargne qui est cantonnée à la retraite et qui va pas être disponible, c'est le PER. Donc, disponibilité, c'est vu. Et maintenant, fiscalité. Alors, la fiscalité, c'est très important à comprendre parce qu'avec le PER, on va défiscaliser, on va déduire de son revenu imposable les montants que l'on verse sur le PER. On peut aussi ne pas le défiscaliser, mais la plupart du temps, on va défiscaliser. On va choisir de défiscaliser avec comme contrepartie le fait d'être refiscalisé, de payer un impôt au moment où on va bénéficier de ces sommes quand on sera à la retraite, mais généralement avec un taux d'imposition plus bas. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et combien on peut défiscaliser? Là, il faut se référer à l'avis d'imposition qu'on a reçu en août dernier et qui indique le montant que l'on peut déduire si on les verse sur le PER. Donc, c'est quelque chose qui reprend les 10% du revenu imposable, mais qui ajoute 3 ans de revenus imposables de 10% de revenus imposables qu'on n'a pas consommé. Donc, on a bien un plafond qui est indiqué dans sa déclaration d'impôt. Très bien. Et alors, du coup, vous évoquez une préparation de la retraite très importante, mais aussi importante en fonction de son âge. Est-ce que vous auriez une recommandation à formuler pour préparer sa retraite en fonction des différences d'âge, des différentes tranches d'âge, pardon, voilà, à laquelle on se situe? Donc, quand on est jeune, le but, c'est pas de tout mettre dans l'épargne retraite. On a d'autres projets. Donc, il faut avoir une assurance vie, mais on peut commencer la discipline d'ouvrir un PER dès qu'on a 40 ans parce qu'on a pris conscience du besoin de financement complémentaire de la retraite. Et à partir, quand on va rentrer en âge, à partir de 50 ans, l'objectif de la retraite devient plus proche. Donc, on va mettre plus d'épargne vers la retraite qui devient un problème plus urgent. Et donc, on va augmenter son imposition, ses versements pour la retraite qui va permettre de défiscaliser plus à une époque peut-être où on a moins d'enfants à charge et donc un taux d'imposition marginal plus important. Et c'est là tout l'intérêt. Verser sur son PER quand on a un taux marginal important et récupérer son épargne quand on est à la retraite avec un taux d'imposition plus faible. Très bien. Alors, notre sujet, c'est 2026. Qu'est-ce qui change en 2026? Du coup, qu'est-ce qui change pour le PER en 2026, notamment du fait de la loi de finances? Alors, il y a eu 3 nouveautés sur le PER. La première, c'est l'augmentation de la CSG de 1,4 points qui a épargné l'assurance vie, donc, mais qui, sur le PER, s'applique. La deuxième chose, c'est l'extension de la durée de report des primes. On a vu sur l'exemple précédent qu'il y avait 3 ans, on va passer à 5 ans, mais en fait, c'est les primes, c'est les 10% du revenu de 2025 qui vont être déductibles pendant 5 ans, donc en 2030, donc c'est quand même pas un effet immédiat. Et la troisième chose qui est importante, c'est l'arrêt de la déductibilité des versements après 70 ans. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui avaient toujours des revenus d'activité ou qui ne voulaient pas déclencher la liquidation du PER trop tôt et qui continuaient à verser après 70 ans. Le législateur a considéré que qu'il fallait stopper cela et donc si vous avez des versements programmés sur votre PER, ils doivent s'arrêter après 70 ans ou alors ils deviennent non déductibles. Très bien. Donc, on a abordé l'épargne projet avec l'assurance vie, la retraite avec le PER. Abordons désormais le sujet de la transmission et peut-être en introduction,
rappeler les règles fiscales générales en matière successorale? Alors, en matière successorale, un point important à connaître, le conjoint, l'époux partenaire de Pacs ou le conjoint marié bénéficie d'une exonération complète d'impôt sur les successions. Les enfants, ils bénéficient d'un abattement de 100 000 euros et au-delà, ça monte très vite à 20% d'imposition. Donc, on va avoir, grâce à l'assurance vie, la possibilité de donner beaucoup plus à ses enfants, de donner aussi à des personnes qui sont en dehors du cercle familial pour lequel il y aurait une imposition extrêmement importante, et on va avoir une fiscalité qui va être attractive pour les successions, surtout pour les versements effectués avant 70 ans. Donc, il faut bien avoir en tête qu'entre 60 et 70 ans, c'est le moment où il faut penser organisation de la succession et viser l'abattement de 152 500 par bénéficiaire que l'on a si on verse avant 70 ans. Pour les versements après 70 ans, il y a toujours un intérêt, mais il est moindre. C'est le fait d'avoir un abattement global de 30 500 pour l'ensemble de ces versements après 70 ans. Donc, à chaque fois, intérêt d'utiliser l'assurance vie pour optimiser la succession. Donc, on peut transmettre à qui on veut. Comment on s'assure qu'on arrive à transmettre à qui on veut, justement? La clause bénéficiaire, Patrick, c'est ça qui est c'est comme pour l'ordre pour un chèque, on désigne qui on veut comme bénéficiaire pour son assurance vie. Il faut bien la rédiger, faire attention à ce que la personne soit bien déterminée et que l'assureur n'ait pas de doute sur les instructions. Mais c'est ça qui va être le plus important. Bien, donc on voit bien ici l'intérêt de l'assurance vie par rapport au cadre successoral traditionnel, et on se rend compte que, contrairement aux idées reçues, même après 70 ans, un épargnant a tout intérêt à continuer à verser sur son contrat. Du coup, nous en sommes à 37 minutes. Le temps passe extrêmement vite et il est temps de répondre à quelques questions que vous nous avez posées. Alors oui, c'est vrai, effectivement, on a parlé de la fiscalité de l'assurance vie dans le cas de la transmission. En revanche, on n'a pas parlé de la fiscalité de l'assurance vie en cas de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je souhaite récupérer tout ou partie de mon épargne. Alors, en cas de rachat, le principe, c'est d'avoir une flat tax sur ses rachats, c'est-à-dire donc une imposition qui est au maximum de 12,8 sur ses rachats et des prélèvements fiscaux de 17,2. Ça fait 30% maximum d'imposition. Ce qui peut être un peu plus faible dans certains cas, quand on a plus de 8 ans et qu'on est dans des cas de petits rachats. Et puis, il y a aussi l'abattement annuel de 4 600 euros qui, pour une personne seule, le double pour une personne en couple, un abattement sur les plus-values. C'est-à-dire que vous pouvez faire par exemple, un retrait de 25 000 euros dans lequel il n'y a que 4 600 euros de plus-value. Et là, vous n'avez pas d'imposition à l'impôt sur le revenu. Vous avez toujours les prélèvements sociaux, mais seulement cela. D'accord. Alors, autre question. Dans quel cas la fiscalité des SCPI est-elle plus avantageuse en assurance vie qu'en direct? On a déjà un peu répondu. Voilà. En direct, c'est l'imposition des revenus fonciers. Imposition à l'impôt sur le revenu, au taux marginal d'imposition de l'impôt sur le revenu. En assurance vie, c'est plafonné à la flat tax. Donc, c'est maximum 30%. Donc là, souvent, l'assurance vie sera inférieure à l'imposition des revenus fonciers. D'accord. Autre question. Dans le cas du décès du détenteur du PER, qui est héritier du PER? Alors, c'est le bénéficiaire. Alors, dans le cadre d'un PER sous la forme d'assurance vie, il existe deux types de PER, assurance vie et compte bancaire. Mais là, on va dire le PER assurance vie. Il y a aussi une clause bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est celui qui est inscrit sur la clause bénéficiaire. D'accord. Un fonctionnement identique qu'à l'assurance. Voilà. Mais avec les règles les règles de succession qui sont légèrement différentes, suivant que le décès a lieu avant 70 ans ou après 70 ans. D'accord. Autre question, toujours sur le PER. J'ai un PER issu à la retraite depuis janvier.
puis-je continuer à verser dessus? Oui, si vous avez moins de 70 ans, vous pouvez toujours verser dessus et déduire ces sommes. Vous pouvez toujours vous référer à votre avis d'imposition pour savoir jusqu'à combien vous pouvez mettre. Mais les 10% dont on a parlé, ce sont les revenus d'activité. Donc, si vous avez, ce ne sont pas 10% des revenus, des revenus de retraite. Néanmoins, il y a un minimum d'environ 4 000 euros qui est quand même accordé à tout un chacun. D'accord. Donc, je peux bien continuer à verser oui. Après 70 ans. Oui. Pour autant, ce n'est pas les mêmes conditions de déductibilité qui s'appliqueront. Voilà. Alors, question compliquée. Quel profil de mandat de gestion est-il plus judicieux eu égard au contexte géopolitique? Je pense que c'est sur la réponse, surtout son profil. Il faut revenir à l'appétence au risque. Est-ce que je suis prêt à accepter? Est-ce que je suis audacieux? Ou est-ce que je suis plutôt, je veux mieux dormir si j'ai un profil prudent? Eh bien, choisissez le profil qui correspond mieux à votre sommeil. Et ensuite, on en déduit le mandat de gestion qui convient. Ensuite, le mandat de gestion sera effectué de façon adaptée à la situation géopolitique. Et donc, les experts de FIAM vont s'adapter à cela. C'est plus à vous de gérer les différents tweets de M. Trump. Voilà. Alors, on en revient à la problématique retraite. C'est comment connaître le montant de ma future retraite? Très bonne question. Le montant, il y a Info Retraite qui donne un certain nombre d'informations. Et ensuite, il y a un outil sur le site de la MIF qui permet, à partir des informations d'Info Retraite, de faire des simulations pour savoir combien je dois épargner afin d'avoir X% de mes revenus quand je serai à la retraite. Le X% étant fonction de ce que j'aurai par le régime général et les régimes complémentaires de la retraite, et ce que je vais pouvoir économiser grâce à mon PER pour ma retraite. D'accord. Donc, simulation à partir des données d'Info Retraite et du RIS qui est fourni, relevé d'informations d'Info Retraite. Alors, le temps passe vite, donc dernière question, mais on reste toujours sur la thématique de la retraite et du PER. Peut-on transférer un PER d'un organisme de placement à un autre et sous quelles conditions? C'est même conseillé, surtout si votre PER a des frais importants. Cherchez un PER qui a des frais plus faibles. On a vu que 0,2% de différence sur 10 ans, ça peut conduire à 2% de rendement au final. Donc, ça s'appelle un transfert de PER et c'est tout à fait possible. Et s'il y a des frais? Il n'y a pas de frais. Après 5 ans de détention d'un PER. Donc, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les informations pour la procédure précise. Et avant 5 ans, certains organismes, dont la MIF, proposent une prise en charge forfaitaire, voilà. totale ou partielle. Avant 5 ans, ça se regarde également. Voilà. Il est temps pour nous, nous sommes quasiment à 44 minutes de webinaire, donc il est temps pour nous de clôturer cette web conférence. Je tiens à vous remercier pour votre participation. Merci également Olivier pour nous avoir accompagnés et éclairés. Je vous précise que cette web conférence va être disponible en replay. Je vous invite également, pour mieux connaître la MIF, si vous le souhaitez, à visiter notre site internet www.mifassure.com. Vous y trouverez toutes les informations sur nos solutions d'épargne, qu'il s'agisse de nos contrats d'assurance vie ou de notre plan d'épargne retraite individuelle. Nos conseillers sont de toutes les façons à votre disposition, soit en les appelant au numéro qui s'affiche, soit toujours depuis notre site mifassure.com. Je vous rappelle enfin notre offre taux boosté du 1er avril au 31 juillet 2026, un taux boosté avec un objectif à 4,50 plus aucun frais sur versement. Et puis le produit structuré, MIF Structure Rendement 6 que nous avons évoqué et qui est disponible en quantité limitée du 4 mai au 15 juillet prochain. Merci de votre participation. Excellente journée à tous. Au revoir Olivier. Au revoir Patrick.